Cet appel est lancé, Monsieur le Président, pour que vous permettiez à tous les médecins français, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, de prescrire, s'ils le souhaitent, en leur âme et conscience, ce traitement aux malades atteints de Covid-19 symptomatiques, sachant que plus tôt le traitement sera donné, plus il sera efficace, et de ne pas le réserver, comme jusqu'à maintenant, aux patients qui ont des formes sévères ou pires, en état de détresse respiratoire aiguë, où on le sait, il est souvent trop tard. Vous prenez la santé, la vie de malades en otage en refusant la généralisation immédiate de la chloroquine, ça c'est un acte criminel. Moi je vous dis, si un seul membre de ma famille est victime du coronavirus et qu'on lui a refusé la chloroquine à cause de vos conneries, ça va chier des bulles parce que moi, je me laisserai pas faire. Vos scandales, ils sortiront et un par un, j'irai vous débusquer pour dire et pour montrer aux Français l'utilisation que vous faites du service public et de la fonction publique. Faites bien attention les gars, maintenant c'est des choses sérieuses. Moi je vous conseille un truc, démissionnez, partez, mettez des gens compétents à votre place. Et si vous voulez réellement garder vos postes à 10 000 balles avenue de Ségur, mettez-vous au boulot et arrêtez d'empêcher la machine de tourner, parce que ça va vous jouer un très vilain tour. Patatras, il y a quelques minutes, ce décret vient d'être modifié et on dit que c'est uniquement pour les cas sévères. Dans les cas sévères, en détresse respiratoire aiguë, ça ne sert à rien, parce que d'ailleurs, il n'y a plus de charge virale. Il a entre les mains, lui qui a utilisé l'argamanu, l'hydroxychloroquine, les moyens de clore le débat. Pourquoi ne le fait-il pas? Il donne d'ailleurs le nombre d'hospitalisations, le nombre de morbidités, la mortalité, tous les jours. Il suffit que vous le regardiez, Roselyne Bachelot, dans son site, qui est officiel, d'ailleurs complètement officiel. C'est quand même assez hallucinant ce qui se passe. Encore croire ce que raconte le gouvernement. Comment les journaux, les journalistes peuvent encore passer les conférences de presse quotidiennes de ceux qui nous représentent et qui nous mentent maintenant depuis presque 2 mois. Et je tiens à repréciser, parce que je l'ai déjà dit, ça fait à peu près une semaine que je le dis, que les personnels soignants sont envoyés à la mort. Va falloir que je monte tous les quotas. Stock, masque, stock, gants, tout est à prendre avec précaution. À partir du moment où on aura des patients qui vont arriver, ils sont Covid ou pas, on ne diagnostique plus, il n'y a plus les tests. Donc je répète, je ne veux pas d'arrêt. C'est les autres qui s'arrêtent pour vos enfants. Un personnel qui est Covid+, donc il a des signes qui sont supportables. On a le droit à 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel. D'accord? Ces masques, ils sont valables, ils sont efficaces pendant 4 à 6 heures. Vous m'expliquez comment on fait pour travailler toute la semaine avec 18 masques qui durent entre 4 et 6 heures, quand en plus on doit en donner à nos patients qui sont potentiellement Covid. On en est réduit à la charité de certains milliardaires pour avoir un peu de gel hydroalcoolique. Mais c'est quoi ce bordel à la fin? C'est quoi ce bordel? Le président, il arrive la bouche en cœur et il dit « Vous inquiétez pas, mercredi, tout le monde sera livré ». C'est un mensonge. Et le droit de se taire. En dernière heure, Martin Hirsch lance un appel désespéré, mais toujours pas de chloroquine pour espérer baisser le flux des hospitalisés. La colère monte chez les médecins du Grand Est. L'heure est venue du décompte des suicides et désespérés et du décompte des morts illégitimes disparus sans traitement maximal. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes. Moi, chaque fois que je lis vos emails, ça me fait chaud au cœur. Je dis, punaise, tout n'est pas perdu. Tout le monde n'est pas devant TF1 et BFM. Et même, je vais vous dire un truc, avec cette crise-là, on est en train de voir vraiment, je crois que même ceux qui sont devant CNews, BFM et TF1 sont en train de s'apercevoir qu'il y a un truc qui cloche, quoi. C'est tellement gros, c'est tellement grand, que même eux, ils commencent à avoir du mal, quoi. On entend beaucoup de virologues issus de nulle part, très jeunes, passer sur des plateaux télé. Hein, c'est vous qui me le racontez, parce qu'en fait, quasiment toute cette émission, une grande partie va être faite uniquement grâce à vous, parce que vous m'envoyez des éléments. Donc vous me dites qu'il y a beaucoup de virologues qui passent et qui tapent sur le professeur Raoult, quoi. Un truc de fou, quoi. On ne sait même pas qui c'est, ils ont dû faire 0 publication, ils ont...
Mais pourquoi les journalistes arrêtez d'inviter des imberbes, quoi? Vous savez qui c'est, le professeur Raoult? Non, mais sérieux, sérieux, vous pensez que c'est qui quand j'entends certains témoignages, lui taper dessus, mais je sais pas moi, c'est le footballeur amateur de mon village qui se fout de la gueule de Ronaldo, quoi. C'est un truc de malade, on en est là, quoi. On en est là. C'est le type qui joue au foot le samedi qui dit, mais Ronaldo, c'est une chèvre, Neymar, c'est une chèvre, Mbappé, c'est une chèvre. Et les journalistes les interrogent. Mais faut arrêter, arrêter. C'est qui, professeur Raoult? Je vais vous le dire. Le prix scientifique de la Fondation Louis D, qui avait cette année pour sujet l'étude du monde microbien, nouveaux concepts, nouvelles approches, est remis conjointement à M. Chris Bauler de l'Institut de biologie de l'École normale supérieure pour sa recherche sur la biodiversité des diatomées et à M. Didier Raoult d'Aix-Marseille Université pour son étude sur le répertoire des microbes du tube digestif et l'évolution de son activité antibiotique. Le biologiste et immunologiste Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, nous présente dans un premier temps M. Raoult. Le jury du Grand Prix scientifique Louis D a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Raoult, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, et Chris Bauler, chercheur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Didier Raoult est docteur en médecine de l'Université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'Université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre, CNRS INSERM, qui est intitulé Maladies tropicales et infectieuses émergentes, dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de postdoctorants, d'ingénieurs et de techniciens a une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Lauréat de plusieurs grands prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'INSERM, Didier Raoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme, en particulier les bactéries responsables du typhus, les rickettsia. N'oublions pas que plus que les guerres, les infections bactériennes et virales sont responsables dans une large mesure du destin de certains territoires. Ils l'ont été dans le passé, ils le sont encore aujourd'hui. Je crois que là, tout est dit, quoi. Le gars, il dirige un hôpital avec 432 personnes dedans, reconnu dans le monde entier. Celui qui fait le plus de publications. Dans le monde entier, on reconnaît que c'est le meilleur. Et en France, on a perdu un mois, soi-disant parce que oui, on n'a pas fait de test en double aveugle. Ah, c'est quoi? C'est-à-dire, tu prends le type là qui est intubé avec le tube, et l'autre, tu lui donnes la chloroquine, et l'autre, tu regardes s'il guérit. Ah merde, il est mort. Ah punaise, oh là là. Ah ben voilà. Non. Comme le dit l'équipe du docteur Raoult, parce qu'il n'est pas tout seul, hein, ils ont signé, eux, le serment d'Hippocrate. Ils sauvent des gens. Ils n'attendent pas de voir si on est en train de mourir, si un effet placebo fait que on va pouvoir s'en sortir. Donc il y a à peine 2 jours, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, a dit qu'il acceptait d'inclure la chloroquine, finalement, punaise, un mois plus tard, dans les tests. Et hier, il vient d'annoncer que le Haut Conseil de la Santé publique, attends, c'est qui? Et qui dedans? A réuni cette société savante. Ah punaise, on utilise un terme, société savante. Alors déjà tous les gens là, ah ouais, c'est des savants, ah ouais, d'accord. Et recommande de ne pas utiliser la chloroquine. Donc quand on est sous le choc, on peut faire passer ce que l'on veut. On n'entend rien,
on n'écoute rien. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, dans le monde, les gens n'entendent rien, n'écoutent rien. Sauf que les décisions qui sont prises en ce moment par le ministère de la Santé et le gouvernement Macron sur le traitement de l'hydroxychloroquine fait que des gens se posent des questions, parce que quand on dit « Ah ben non, il faut qu'on teste, ça marche pas », quand on met en doute la parole de 432 chercheurs de l'IHU de Marseille, qui étaient avant cette pandémie réputés comme étant les meilleurs au monde au niveau infectiologie, les seuls du reste en France, au désespoir des Parisiens, que l'on décide subitement de dire devant les résultats positifs de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux, que ce traitement marche. Je vous en mets un parmi 1000. Bonjour à tous. Alors, je suis toujours hospitalisée à l'hôpital de Digne parce que je suis positive au coronavirus, donc depuis samedi. Voilà, je suis là encore pour à peu près une semaine. Et grâce à un certain docteur, j'ai pu bénéficier depuis hier midi du nouveau traitement dont on parle et où le gouvernement n'est pas d'accord pour le mettre sur le marché. Je viens de voir mon docteur. Nous avons regardé, ausculté mes poumons, à savoir que j'avais une belle pneumonie sévère. Aujourd'hui, à l'auscultation, c'est en train de partir. Cela fait à peine un jour que j'ai ce traitement. Alors, on va vous parler des effets indésirables, qu'on n'a pas assez de recul. Pourtant, c'est quand même un traitement et des médicaments qui sont donnés depuis plus de 50 ans à certaines personnes. Les seuls effets indésirables que j'ai eus depuis hier, c'est un petit peu mal au ventre, un petit peu de diarrhée et un petit peu de nausée. Alors, si ça peut me sauver mes poumons et si ça peut me sauver ma vie, je pense que ça vaut le coup vraiment d'essayer. Nous avons fait un appel au président, j'ai fait un appel au président de la République, au ministre de la Santé. Il a été entendu hier parce qu'un décret est sorti disant que l'hydroxychloroquine pourrait être donnée à l'hôpital. Patatras, il y a quelques minutes, ce décret vient d'être modifié et on dit que c'est uniquement pour les cas sévères. Dans les cas sévères, en détresse respiratoire aiguë, ça ne sert à rien parce que d'ailleurs, il n'y a plus de charge virale. Un enjeu de production et enjeu d'efficacité. Le professeur Côme, Philippe Douste-Blazy, semble dire à ce stade, on ne voit pas d'effet. Alors, c'est très simple. Ce médicament ne fonctionne pas dès l'instant où il n'y a plus de charge virale. Or, on sait que dans les formes sévères et en détresse respiratoire aiguë, les malades sont vraiment au bout du rouleau. La chloroquine n'est plus un sujet. Donc si vous mettez de la chloroquine aux formes uniquement sévères, vous n'aurez jamais d'efficacité. Est-ce que c'est ça le but? J'espère que non. Mais ce que l'on sait, c'est que ce médicament, ça fait maintenant, je crois que c'est le médicament probablement dans le monde qui a été le plus donné. Il n'y a pas un seul médecin au monde qui n'ait pas donné de la nivaquine aux gens qui partaient depuis 60 ans en Afrique. Il n'y a jamais eu d'effets secondaires en dehors des personnes de plus de 80 ans, je suis cardiologue, qui ont ce qu'on appelle des torsades de pointe avec diminution du potassium, et donc, à la limite, faisons-le après un électrocardiogramme. Mais les effets secondaires de ce médicament sont nuls. Quant à l'association avec l'azithromycine que fait le professeur Raoult, un Américain sur 8 prend de l'azithromycine. Si c'était deux médicaments dangereux, vous comprenez bien qu'on le saurait depuis longtemps. Donc il faut le donner non pas aux formes sévères, mais il faut le donner dans ces formes symptomatiques que l'on connaît. À l'hôpital de Garches, j'ai été au 15 pendant à peu près 15 jours. J'entends bien ce que les gens disent. Ils ont mal à la tête, ils ont des courbatures, ils ont de la fièvre à 38, 38,5, parfois des troubles digestifs, et parfois ils perdent l'odorat et le goût. C'est là qu'il faut donner ces médicaments. Pascal Perry. Peut-on aller jusqu'à dire, Monsieur Douste-Blazy, que les conditions fixées par le décret, les conditions d'utilisation,
ont pour objectif de faire échouer cette voie de sortie. J'espère que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, c'est absolument la condition qu'ils mettent, parce que on sait, et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que les études sont faites maintenant, on connaît la charge virale. En réalité, quand on veut traiter une maladie infectieuse, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un triptyque qui s'appelle dépistage diagnostic, ensuite calcul de la charge virale, et enfin, troisièmement, traitement. Et donc, s'il y a une charge virale importante, il faut traiter. S'il n'y a plus de charge virale, ça ne sert à rien de traiter. Or, il n'y a plus de charge virale dans les formes sévères. Philippe Douste-Blazy, le professeur Raoult, lui, donne la livaquine dans les conditions, l'hydroxychloroquine, je fais un mélange, donne l'hydroxychloroquine dans les conditions que vous préconisez, c'est-à-dire à des malades qui sont au stade du début de l'infection au coronavirus. Il le fait depuis plusieurs semaines. Pourquoi refuse-t-il de donner les données brutes de ces études? Ça réglerait la question d'une manière définitive. Il semble cultiver le secret et on se demande pourquoi. Cette affaire-là est extrêmement étrange. Il alimente lui-même les théories du complot en donnant des études fragmentaires, en éliminant de ces études un certain nombre des cas qui le gênent. Vraiment, il faut sortir de cette affaire-là par le haut. Que Didier Raoult donne ses études, donne les données brutes, qu'il accepte de se faire examiner par ses pairs. C'est vraiment le b.a.-ba de la recherche médicale. Il a entre les mains, lui qui a utilisé l'argamanu, l'hydroxychloroquine, les moyens de clore le débat. Pourquoi ne le fait-il pas? Mais Roselyne Bachelot, c'est exactement ce qu'il fait tous les jours, puisque les premières personnes qui sont en contact avec le professeur Raoult, c'est justement le ministère de la Santé, c'est justement le ministre de la Santé avec lequel il s'est entretenu, c'est bien évidemment avec la Direction générale de la Santé, et d'ailleurs, je crois que dans quelques jours, ou quelques heures, ou quelques jours, il va justement, maintenant il y a plus de, je crois, 600 ou 700 malades, il va présenter des résultats, mais quand il donne d'ailleurs le nombre d'hospitalisations, le nombre de morbidités, la mortalité, tous les jours. Il suffit que vous le regardiez, Roselyne Bachelot, dans son site, qui est officiel, d'ailleurs complètement officiel. Et vous verrez que le taux de mortalité qu'il y a aujourd'hui à Marseille est bien inférieur au taux de mortalité que nous avons en France. Alors, je suis épidémiologiste. Je suis le premier à vous dire que l'essai clinique qu'il a fait, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde va vouloir lui tomber dessus, c'est que c'est un essai clinique qui est fait dans des conditions, en effet, dans lesquelles nous sommes, c'est-à-dire une catastrophe sanitaire où il faut aller vite et où l'essai clinique parfait arrivera dans 3 semaines, 6 semaines. Mais entre-temps, moi je vois arriver les malades qui sont en réanimation, puisque la chloroquine n'a aucun effet secondaire, ou presque, vous m'accorderez, et l'azithromycine aussi, en période de guerre comme en période de guerre, on a une charge virale qui baisse avec ce médicament que on le prescrive. Vous avez compris. Les soi-disant spécialistes qui passent sur le plateau, payés par les labos, continuent à remettre en doute le traitement qui est fait à l'IHU de Marseille. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Oui, ils publient pas les résultats, oui, ça a été fait un petit peu en dehors de toute déontologie. Ah ouais. En guerre comme en guerre, mais hélas pour eux, ils ont publié une nouvelle étude portant sur 80 patients. Et on apprend des choses quand même assez fantastiques. Regardons ce tableau. Dans le monde, c'est les chiffres à hier, 565 502 cas confirmés, 26 262 morts. À l'IUHU de Méditerranée Infection, nombre de tests réalisés, 41 080. Nombre de patients APHM testés, 15 000 à l'IHU, 15 256. Nombre de patients positifs, 1836. Nombre de décès, 13. À l'IHU Méditerranée Infection, nombre de patients traités à l'hydroxychloroquine plus azithromycine, 870. Nombre de décès, 1. Je
pense qu'avec ce tableau, tout est dit. Mais il n'en a pas fini. Voici le communiqué du 22 mars. Donc, ils represcrivent toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que Raoult, il faut bien savoir qu'il y a 432 personnes qui travaillent là-bas. Ils represcrivent le traitement, d'accord? Association d'hydroxychloroquine, 200 mg x 3 par jour sur 10 jours, azithromycine, 500 mg le premier jour, 250 mg par jour pour 5 jours de plus, dans le cadre des précautions d'usage de cette association, avec notamment un électrocardiogramme. Dans le cas de pneumonie sévère, un antibiotique à large spectre est également associé. Quand on voit les tableaux, je vous en mets un, il n'y a pas tous les pays, mais il y a surtout, je voudrais vous demander de regarder, c'est la mortalité par 1 million d'habitants. Aux États-Unis, 4,7. En Italie, catastrophe, Hans Blue Machine, 151,1. Chine, même si les chiffres sont faux, 2,4. Espagne, 103, catastrophe. Allemagne, 3. France, 30. Iran, 28, 3. Et maintenant, regardez la Corée du Sud. La Corée du Sud qui avait été attaquée bien avant la France, bien avant, qui a réussi à endiguer la pandémie avec une méthode simple, tester, 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 traiter. Donc quand j'entends que le traitement ce que préconise le docteur Raoult, c'est de tester, et il le teste, je vous ai montré dans mes dernières vidéos les queues énormes devant l'IHU de Marseille de gens qui viennent se faire tester, avec ou sans symptômes, hypochondriaques ou gens vraiment malades. Il les teste, ils sont positifs, ils sont traités. Ils ne sont pas positifs, ils rentrent chez eux. Il n'y a pas d'automédication. Et c'est quelque chose de simple, c'est le système qui a fonctionné en Corée. Pourquoi on veut inventer la poudre quand ça marche dans un pays? La Corée a démontré au monde entier ce qu'il faut faire. Tester, traiter, tester, traiter. C'est aussi simple que cela. Or, notre gouvernement, avec son 12 milliardième décret sur l'hydroxychloroquine, ne veut la réserver qu'à des gens qui ont les poumons pris, quoi. Il faut les intuber, les cas extrêmes. Or, Didier Raoult a dit que dans les cas extrêmes, il n'y avait plus aucune charge virale. Donc ça ne sert à rien. Donc ce gouvernement ment effrontément. Donc ce gouvernement est un assassin. On aimerait bien savoir de notre ministre, parce que c'est la santé de Français qui meurent chaque jour. Qui est ce Haut Conseil? Qui sont ces sociétés savantes? Avez-vous un autre traitement? Oui, non? Parce qu'Internet va garder tout ça en mémoire. Internet à un moment, il faudra rendre des comptes, parce que les gens commencent, même ceux qui regardent TF1 et BFM, vont se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Est-ce que c'est parce que le docteur Raoult dit que la vaccination ne servira à rien? Est-ce que c'est parce que le docteur Raoult dit que le confinement ne sert à rien? Est-ce que c'est parce que le docteur Raoult dit qu'il faut tester tout le monde? Ah oui, mais tester tout le monde, c'est pas possible. Ah bon? Ah ben, écoutez, on va voir si c'est pas possible. Une file ininterrompue de près d'1 kilomètre le long du boulevard Sakakini à Marseille. Ces patients viennent à l'IHU Méditerranée Infection pour se faire tester au Covid-19. Des doutes plein la tête, ils sont prêts à attendre leur tour pendant de longues heures pour savoir. Ils savent aussi que c'est là que les patients infectés sont traités par l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, à l'initiative du professeur Raoult. Hier, 6 médecins ont signé avec lui ce communiqué dans lequel ils expliquent leur démarche et le traitement qu'ils proposent déjà à Marseille, conformément au serment d'Hippocrate. Marseille et ses professeurs renommés font entendre une voix pas toujours écoutée dans la crise du coronavirus, à commencer donc par celle de Didier Raoult. Le 26 février dernier, le directeur de l'UHU détaillait déjà, notamment dans la Provence, les essais réussis de la Chine pour traiter le coronavirus avec la chloroquine. C'est un médicament qui modifie l'acidité des sacs qui, à l'intérieur des cellules, permettent la digestion des microbes. C'est un médicament, quoi. C'est comme un antibiotique. Voilà, un antibiotique des virus, il ne faut pas chercher midi à 14h. Depuis, les choses ont évolué. Didier Raoult et ses équipes ont pratiqué un test concluant sur 24 patients.
Et à partir d'aujourd'hui, la chloroquine fait partie des 4 traitements et 5 molécules testés sur 3200 patients en Europe dans le cadre du programme Discovery. Il y a eu un échantillon sans doute assez petit du professeur Raoul, mais qu'est-ce qu'on a proposé? On a des morts. Qu'est-ce que l'on risque finalement, si ce n'est de sauver des vies? De quoi rappeler la qualité de ces travaux faits à Marseille, où, en termes d'infectiologie, les médecins de l'IHU n'ont pas à rougir face à leurs confrères parisiens. Et l'équipe de l'IHU, elle n'a pas attendu que de soigner les gens, elle soigne. C'est aujourd'hui des milliers de personnes partout dans le monde qui ont été sauvées par cette chloroquine, y compris chez des médecins avec des résultats spectaculaires. Dès jeudi matin, là, une fièvre qui a d'abord démarré un petit peu au-dessus de 38,5. Des courbatures qui se sont considérablement aggravées. Ensuite, la fièvre est montée assez fort, jusqu'à 39,2. Perte d'appétit, perte d'odorat, perte de goût, qui ont commencé aussi hier, qui font partie maintenant, je crois, des symptômes assez fréquents. Et c'est surtout hier une sensation de fatigue comme je n'avais jamais ressenti dans ma vie, quoi. J'ai l'impression que n'importe quel déplacement me pesait, quoi. Et quand vous êtes tout seul à la maison et que vous voyez votre état se dégrader d'une manière absolument inattendue et rapide, quoi, c'est difficile de rester les bras croisés. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, quoi, tout simplement, j'ai rien à perdre. Oui, je me suis fait une ordonnance, tout simplement. Hein. Et l'évolution a été incroyable. Jamais j'aurais pensé être dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, quand je vois l'état dans lequel j'étais hier. Et ce type d'évolution n'est pas décrit par les malades qui sont symptomatiques au Covid-19. C'est une évolution qui se fait sur, en général, 15 jours, 3 semaines, avec une fatigue prolongée. Je ne m'attendais pas à une évolution aussi impressionnante. Et je ne sais pas si c'est ce médicament. Je n'ai pas la preuve scientifique et je ne l'affirme pas. Mais c'est extrêmement, extrêmement frappant, troublant, et ça mérite qu'on s'intéresse de manière extrêmement forte à ce médicament, au protocole qu'a mis en place l'équipe du professeur Raoult. Pas d'automédication, on sait qu'il y a des risques cardiaques pour certaines personnes à prendre de la chloroquine. Et donc, ça a des résultats quand même assez spectaculaires. Les témoignages comme ça, maintenant, ça va se répandre dans le monde entier. Vous allez trouver sur ma page Facebook, allez-y, c'est en public, des témoignages de Belgique, de Suisse, de partout, ça tombe. Et des témoignages de médecins, vous allez pouvoir trouver tout ça. Je vous en mets un là, ici, le docteur Jean-François Lemoine, pas de polémique, a demandé très justement Olivier Véran, notre ministre de la Santé, sauf que là, il y a urgence. 2 intelligences académiques reconnues appellent à 2 attitudes pratiquement différentes et risquées, mais avec potentiellement peut-être des milliers de vies sauvées. En résumé, soit on attend la fin d'un nouvel essai autorisé par le ministre et qui a débuté hier, et on perd au moins 15 jours, soit on fait confiance à l'essai du professeur Didier Raoult, partisan d'utiliser la chloroquine. On fonce. Là vient de tomber un communiqué de presse de l'AMUF, qui est l'agence des médecins urgentistes de France, est très attristé par la mort d'un collègue. On ne va pas tout lire. L'AMUF encourage les professionnels et le ministère de la Santé à utiliser les recommandations thérapeutiques et de stratégie de santé de l'équipe de l'APHM du professeur Raoult. Même si toutes les conditions modernes de validité d'études ne sont pas remplies, l'urgence et le pragmatisme doivent nous inciter à évaluer le plus rapidement possible le traitement par la hydroxychloroquine, tout en prescrivant pour sauver des malades. Aucune des thérapeutiques médicamenteuses permettant la progression des malades ne doit être exclue. Une autre vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, qui donne un peu froid dans le dos. J'ai besoin d'avoir l'inventaire complet de masques à haute concentration. Combien on en a en stock là à l'instant T? Il faut que les chambres, quand je vous demande de les surveiller, elles soient checkées, mais checkées au pouillem près. Ça veut dire qu'il y a une fissure sur le bocal d'aspiration, je veux le savoir. Les tuyaux d'aspiration, les sondes d'aspi, il faut que je sois informée. Je vais faire tous les quotas.
à prendre avec précaution. À partir du moment où on aura des patients qui vont arriver, ils sont Covid ou pas, on diagnostique plus, il n'y a plus les tests. Même à l'hosto, il y en a plus. Donc, voilà. Donc ces patients-là, il faudra les considérer comme des gants, avec des masques, avec tout ce qu'il faut. J'ai des P2 pour l'instant. J'ai des... Alors, laissez-moi finir ma phrase. Les P2, il reste 2 boîtes. Ceux qui restent sont périmés depuis 6 ans. On attend la livraison de l'État. On ne l'a pas encore à l'heure actuelle. Donc, on aura ce qu'on aura. Apparemment, selon le réanimateur, M. Santoli, avec qui j'étais en réunion là juste avant, c'est pour ça que je ne sais pas le masque en tant que tel, tant qu'il est emballé dans son emballage, il ne périme pas, il est toujours efficace. Le seul truc qui peut arriver, c'est que les élastiques qui battent la campagne. C'est le caoutchouc qui se délite en fait avec le dents. Donc, on aura juste un système d'accroche où tout le personnel est réquisitionné. Donc, je répète, je ne veux pas d'arrêt. C'est les autres qui s'arrêtent pour vos enfants. Un personnel qui est Covid+, tant qu'il a des signes qui sont supportables, sera potentiellement en arrêt 2-3 jours, pas plus, et reviendra travailler avec un masque. Voilà. Je vous donne des... Les gars, on est des warriors. Tirez pas sur le messager. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment de la gravité de ce qu'on vient d'entendre là. On apprend que les masques, il n'y en a pas. On vient d'apprendre que on ne pourra pas traiter tout le monde. Donc on donne une limite. Ceux de 70 ans ne sont pas prioritaires. Et on vient d'apprendre qu'il n'y a pas de test, même pour eux. Et que s'ils ont des symptômes, ils seront en arrêt de 3 jours et puis après il faut qu'ils continuent à travailler. Quand on sait qu'on est positif, on a une charge virale pendant longtemps, ça veut dire qu'ils acceptent de contaminer les patients. En plus, ils n'ont pas de masque. Donc, de toute façon, je vous avais déjà dit ça dans plusieurs émissions. Dans l'avant-dernière, je vous avais dit qu'on a donné ordre qu'on ne testait plus le personnel médical, qu'il fallait que, parce qu'évidemment, ils avaient peur qu'ils soient tous, que plus de la moitié soient contaminés et qu'ils arrêtent de travailler, que donc là, c'est la faillite complète de l'hôpital. N'oubliez jamais que cette crise, c'est pas une crise d'un virus, c'est la crise de l'hôpital. Mais alors, on en revient à pourquoi on n'appelle pas au secours les cliniques et les hôpitaux privés qui n'attendent que ça depuis le début de la crise et dont vous avez entendu de l'autre côté le personnel en chômage technique, et je vous l'avais aussi dit dans mon émission hôpitaux et cliniques privées au chômage technique. C'est un véritable scandale d'État. Moi, je pense qu'il serait temps dans ce pays que, je sais pas, je suis pas constitutionnaliste, mais que des avocats, pénalistes, quelque chose, aident à faire quelque chose, j'en sais rien, je sais pas. On n'est même plus au domaine du scandale de l'État, là, on est au domaine, c'est au-dessus. Et les médecins libéraux, eux, ils vont comment? Écoutez, je vous pose, c'est quelqu'un sur aussi les réseaux sociaux qui a demandé à ce qu'on partage sa vidéo. Je la partage. Je m'appelle Karim Kelfaoui, je suis médecin généraliste et aujourd'hui je fais cette vidéo pour pousser une énorme gueulante. Parce que là, je viens de terminer ma journée de travail, j'ai vu des dizaines de patients, d'accord? Le président, lundi, nous a promis de nous délivrer des masques d'ici ce soir. La réalité, c'est que c'est pas vrai, d'accord? On a besoin, nous, professionnels de santé, de masques FFP2, les masques canards, parce que c'est ceux qui nous permettent de nous protéger nous et de vous protéger vous, dans les deux sens. Or, aujourd'hui, il n'y en a pas. Je suis allé faire le tour des pharmacies, on me l'a confirmé, il n'y en a pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il y en aura, et ce n'est pas pour tout de suite. On ne sait pas, en fait, s'il y en aura. Et ils ont reçu des masques chirurgicaux qu'ils vont nous délivrer au compte-gouttes. On a le droit à 18 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel. D'accord? Ces masques, ils sont valables, ils sont efficaces pendant 4 à 6 heures. Vous m'expliquez comment on fait pour travailler toute la semaine avec 18 masques qui durent entre 4 et 6 heures, quand en plus on doit en donner à nos patients qui sont potentiellement Covid. Moi j'en ai vu plusieurs aujourd'hui qui étaient potentiellement Covid. On ne peut même pas les dépister. Il n'y a pas de dépistage possible. D'accord?
J'ai eu la confirmation par le 15, c'est réservé pour les professionnels de santé et encore, parce que j'ai des confrères qui me disent qu'on leur refuse, et pour les patients hospitalisés. Il n'y a pas assez de kits, il n'y a pas assez de matériel pour le faire. Il n'y a pas assez de matériel pour nous protéger. D'accord? Cette épidémie, le gros risque, c'est qu'elle se propage trop vite. Elle se propage trop vite et qu'elle surcharge nos hôpitaux qui sont déjà au bord du gouffre. Nos soignants, ça fait des mois qu'ils alertent tout le monde, en premier lieu le gouvernement, que l'hôpital public est à bout. Et aujourd'hui, ils vont devoir absorber un nombre de patients qui sont potentiellement très graves, qui pourraient s'enfoncer, qui vont avoir besoin de lits de réa, et ils n'ont pas plus de moyens. C'est pas vrai. Alors aujourd'hui, on nous fait une tape sur l'épaule, on nous dit « vous êtes des héros ». Non, on n'est pas des héros, d'accord? On est juste des professionnels de santé et on veut travailler de bonnes conditions. On veut pouvoir se protéger, on veut pouvoir vous protéger. La réalité, c'est que si demain on tombe malade, ça va être une catastrophe. Si aujourd'hui on a un virus, on peut le transmettre, on est des vecteurs comme tout le monde, on peut avoir un bon système immunitaire, ça ne nous protégera pas. D'accord? Ce pays, c'est devenu une catastrophe. Ça fait des années qu'on tue les industries, qu'on délocalise, qu'on nous dit il n'y a pas de problème, ça va coûter moins cher si on produit ailleurs, etc. Vous inquiétez pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on s'en rend compte à la première crise, on est foutu parce qu'on ne peut pas produire nous-mêmes nos propres masques, on ne peut pas produire nos surblouses. On en est réduit à la charité de certains milliardaires pour avoir un peu de gel hydroalcoolique. Mais c'est quoi ce bordel à la fin? C'est quoi ce bordel? Le président, il arrive la bouche en cœur et il dit, vous inquiétez pas, mercredi, tout le monde sera livré. C'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. D'accord? Aujourd'hui, on a besoin de retrouver notre capacité de production. Ce président, il y a encore un mois de ça, il était prêt à vendre les aéroports de Paris alors que tout va bien. Il n'y a pas de problème, c'est un rapport de l'argent. Il était dans le même optique que les autres. On vend, on délocalise. Ça oui, mais non. C'est plus possible. Aujourd'hui, le pays, il a besoin de retrouver sa souveraineté. Il a besoin de retrouver son indépendance, son autonomie, sa capacité de production. C'est quoi ce bordel? Maintenant, il faut que ça s'arrête, d'accord? Je compte sur vous. Partagez cette vidéo. Il faut que vous le sachiez. Il faut que tout le monde le sache. Les soignants ne sont pas protégés. Ils ne pourront pas vous protéger. Le taux de mortalité de ce virus, il va être calculé à la fin de la crise. Et il va pas être dépendant que du virus, il va être dépendant de notre capacité à prendre en charge les patients les plus graves, à absorber le flux. Or, aujourd'hui, on devient des vecteurs de la propagation parce qu'on n'est pas protégé. Et l'hôpital public, il va pas pouvoir faire face à la vague. Donc ça suffit ces mensonges. Je compte sur vous, s'il vous plaît, partagez-le parce que c'est plus possible qu'aujourd'hui, en 2020, on continue à nous mentir de façon aussi facile. Il faut que les gens sachent à quel point ce sont des menteurs. Il faut qu'on retrouve notre capacité de production. Il faut qu'on réindustrialise ce pays. S'il vous plaît, partagez. Partagez qu'on ne laisse plus passer ça. Bonne journée à tous. Restez chez vous, s'il vous plaît. Restez chez vous. C'est la seule façon de limiter un peu les choses. Et lavez-vous les mains. Prenez soin les uns des autres. Soyez solidaires. On va s'en sortir parce qu'on sera solidaires. Mais partagez parce que les mensonges de ce gouvernement, ça ne doit plus passer. Bonne journée. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute après ça? Une faillite complète de l'État, une organisation de ce qui s'est passé de A à Z complètement défaillante, que ce soit dans les masques, un scandale d'État, le véhicule Flock Prigent qui propose à des industriels de fabriquer des respirateurs parce qu'on en manque, pas de réponse de l'État. À partir du moment qu'il publie une vidéo sur les réseaux sociaux, l'État le lendemain commande. L'hydroxychloroquine qui n'est pas donnée aux patients une fois que les réseaux Internet s'est mis en route, l'État fait demi-tour, surtout au fait que partout dans le monde, la solution a été adoptée et apporte des résultats fantastiques, comme je vous l'ai montré dans mes dernières émissions. Donc l'État fait un 180 degrés et l'accepte. Les masques, ça c'est un scandale permanent, juste hallucinant. Donc les médecins libéraux à bout, l'hôpital public, vous voyez comme il est traité, et d'autre côté, vous avez des médecines, des hôpitaux et des cliniques privées où les gens sont au chômage technique. Maintenant, vous allez voir le journal de 20 h, et puis vous allez trouver les mêmes idiots qui passent,
Les journalistes, toujours à la ramasse, impossible. Allez voir l'avocat j'ai mis sur mon mur Facebook, là, comme il se déchaîne par rapport aux journalistes, qui dit, ah ben non, mais il faut qu'on ait confiance. L'avocat, là, il est survitaminé. Vous pouvez aller sur ma page Facebook, c'est en public. C'est juste hallucinant. Donc vous comprenez que on nous manipule, on nous manipule, on nous manipule. Quel est le but de tout ça? Donc les médecins, il a rédigé une lettre ouverte. On ne se moque pas des soldats, on ne se moque pas des morts. 5 médecins morts en 3 jours, mais combien d'infirmières, d'aides-soignantes, de membres des services à la personne? Combien tombés au champ d'honneur? Avant de tomber à mon tour, je voulais tant qu'il est temps. Vous rappelez, mesdames, messieurs, les hableurs du 20h radio télévisé, qu'en temps de guerre comme en temps de paix, on ne se moque pas des soldats, on ne se moque pas des morts. On vient, au soir d'un nouveau décompte des victimes du jour, nous annoncer avec un aplomb qui défie l'entendement qu'un essai de chloroquine sur des malades graves hospitalisés va démarrer et que l'on attendra les résultats pour conclure. Pourquoi pas saupoudrer les tombes des victimes avec du plaquenil en poudre pour en tester le pouvoir ressuscitant? Et dans la foulée, en interdire l'usage pendant 10 jours chez les futurs candidats à la réanimation au motif de leur éviter des effets secondaires d'un médicament que nos patients atteints de lupus absorbent quotidiennement depuis des décennies. Si la médecine est un art, cette décision est un chef-d'œuvre qui nous contraint à prescrire malgré nous la mort sur ordonnance, car la prescription est dépourvue de l'essentiel requis pour espérer sans regret donner toutes les chances possibles à nos patients atteints conformément à nos engagements dans le serment d'Hippocrate. On ne se moque pas des soldats. De nombreux grands pays sur la planète se dotent de chloroquine et la distribuent larga manu. Nombre de nos élus des hautes assemblées se traitent au plaquenil et ne s'en cachent pas. Nous devons expliquer aux nouveaux pauvres et aux gens de la misère qu'eux n'ont que le droit d'avoir faim et d'avoir froid et le droit de se taire. En dernière heure, Martin Hirsch lance un appel désespéré, mais toujours pas de chloroquine pour espérer baisser le flux des hospitalisés. La colère monte chez les médecins du Grand Est. L'heure est venue du décompte des suicides des désespérés et du décompte des morts illégitimes disparus sans traitement maximal. On ne se moque pas des morts. Mais viendra le jour de la libération. De ces joies, de ces peines, viendra l'heure du jugement et des règlements de compte. Verra-t-on les peuples méprisés et endeuillés monter sur Paris, vêtus de gilets noirs, noirs de leur mort, sur la sépulture desquels figurera une inscription commune, malade ayant échappé aux méfaits de la chloroquine. On en est là, c'est un médecin, je tiens à lui rendre hommage, bravo, mais on en est là, et je tiens à repréciser, parce que je l'ai déjà dit, ça fait à peu près une semaine que je le dis, que les personnels soignants sont envoyés à la mort. Ils n'ont pas droit au test. Je reçois beaucoup de témoignages de personnels soignants qui ont des symptômes, et ils le disent, et disent, ah ben oui, on n'a pas de test, on va pas faire tester, continue à bosser. Le problème, c'est quoi? Eh bien, le problème, c'est qu'ils infectent les autres. Donc en fait, vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner, et c'est les médecins eux-mêmes qui vous redonnent le Covid. Mais voilà ce qui se passe en France. On ne donne pas l'occasion au personnel soignant de se tester, on ne leur donne pas la possibilité de se protéger avec des masques. On applaudit au balcon à 20h les médecins et les infirmières qui vont au combat, sans masque, sans rien. On les applaudit. C'est bien. Eux devraient faire valoir leur droit de retrait et ne plus aller au combat. À notre tour de mettre un petit peu la pression là-haut. Donc d'abord, vous allez voir apparaître, parce que beaucoup me disent, j'ai vu mon copain Antoine qui me dit, ah c'est marrant ça, hein. Quand j'écoute les infos, je dis à ma femme, oh regarde, c'est ce que Silvano disait il y a 10 jours. Ouais, donc là je vais vous dire que ça va continuer sur les plateaux de télé à tuer Raoult, à tuer son remède, que beaucoup de gens vont dire, oh ben nous on le teste, ça marche pas, hein. Donc là, j'ai un abonné qui m'écrit, et je suis totalement en accord avec lui, les tests engagés par l'État de l'hydroxychloroquine ne suivent pas le même processus tel que le professeur Raoult les préconise. Les autorités parlent déjà qu'ils seront négatifs alors qu'ils n'ont pas le résultat final.
En effet, comme l'espèce de ministre qu'on a l'a affirmé, il autorise le traitement, mais uniquement pour les cas graves, alors que le professeur Raoult a bien précisé que ce traitement ne faisait que réduire, voire stopper la prolifération du virus dans notre corps, et donc éviter la contamination entre patients, ce qui enrayerait la maladie, et qu'il devait être administré au début de la maladie, et si possible dès sa détection. Le traitement ne fonctionnera pas dans ce sens, donc encore un gros foutage de gueule, ceci n'est plus de l'incompétence, c'est volontaire, cela fait bien partie du plan, oui, 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 oui. Donc, messieurs les médecins, messieurs les soignants, vous avez fait un serment d'Hippocrate. Donc là, à mon avis, lisez les protocoles du docteur Raoult, suivez-les, et écoutez l'ex-ministre de la Santé, qui est un médecin cardiologue, donc en tant que cardiologue connaît très bien les effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Donc écoutez, soignez les gens, sauvez les gens, parce que on sait que c'est un gros foutage de gueule, Internet le sait, on le sait, et on aura de la mémoire. Donc sauvez des gens, et envoyez chier la mafia de Big Pharma. L'appel est lancé au président de la République et à son ministre de la Santé. Membre de la fondation de l'IHU de Marseille, j'ai pris connaissance des derniers résultats des essais cliniques effectués par le professeur Raoult et son équipe, qui montrent que l'association médicamenteuse de 600 mg d'hydrochloroquine et de 250 mg d'azithromycine par jour pendant 10 jours diminue considérablement la charge virale des patients et donc leur contagiosité. Cet appel est lancé, Monsieur le Président, pour que vous permettiez à tous les médecins français, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, de prescrire, s'ils le souhaitent, en leur âme et conscience, ce traitement aux malades atteints de Covid-19 symptomatiques, sachant que plus tôt le traitement sera donné, plus il sera efficace, et de ne pas le réserver, comme jusqu'à maintenant, aux patients qui ont des formes sévères ou pires, en état de détresse respiratoire aiguë, où on le sait, il est souvent trop tard. J'invite tous les Français à ne pas s'automédiquer et à demander à leur médecin, hospitalier ou libéral, de prescrire, s'ils le souhaitent, en leur âme et conscience, ce traitement, après, éventuellement, un électrocardiogramme. Je fais cet appel parce que nous n'avons pas le temps d'attendre des essais cliniques qui seraient parfaits, certes, mais qui arriveraient beaucoup trop tard pour beaucoup trop de malades. La question est simple. L'espérance peut-elle disparaître? La réponse est non, parce que nous avons un devoir de résistance. Oui, nous gagnerons ce combat. Vous avez entendu à la fin? Il parle de résistance, oui. On est là les résistants, on est là et on capitule pas devant la mafia de Big Pharma. On est là. Et donc ça c'est pour la partie médicale, maintenant pour la partie des hauts fonctionnaires qui sont eux aussi soumis à la mafia de Big Pharma. Mais là je laisse parler parce qu'il a été juste extraordinaire, monstrueux. Éric Verhaeghe, vous le connaissez pas, mais c'est un très haut fonctionnaire français. Mais lui par contre, il a quelque chose dans le pantalon, et lui par contre, il a le courage de le dire, et lui par contre, c'est un sacré monsieur. Salut, c'est un message pour mes amis hauts fonctionnaires, et spécialement ceux du ministère de la Santé, et spécialement ceux de la Direction Générale de la Santé, qui aujourd'hui fait obstacle à la généralisation de la chloroquine, c'est-à-dire de la nivaquine, dans le traitement du coronavirus. Alors, cette manœuvre est un scandale, parce que la nivaquine, moi j'en ai pris il y a 7 ans pour aller en Tanzanie, j'en ai pris il y a 10 ans pour aller à Madagascar, et objectivement, tout le monde sait ce médicament qui existe depuis 70 ans, parfois il donne des cauchemars, parfois il donne des petites diarrhées, moi personnellement, il m'a rien fait et il soigne très bien. Il marche très bien pour ce pourquoi il est fait et ses effets secondaires, tout le monde le sait, sont absolument minimes. Alors quand on nous explique aujourd'hui qu'on va quand même faire des tests, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir à l'hôpital, mais qu'on va vérifier que si on leur donne de la nivaquine, de la chloroquine
on va vérifier qu'on les tue pas, c'est quand même une vaste foutaise. C'est ce que vous appelez, vous, mes amis, les hauts fonctionnaires, des manœuvres dilatoires. Alors, on va se mettre bien d'accord. Parce que il y a une théorie, une rumeur qui court, que j'ai pas écoutée pour l'instant, sur le fait que les obstacles que vous mettez à Didier Raoult et à la chloroquine fabriquée en France par Sanofi et offerte par Sanofi, on dit que les obstacles que vous mettez à ça, c'est pour protéger un vaccin qui serait en préparation dans un laboratoire chinois avec lequel l'INSERM aurait fait affaire. INSERM, anciennement présidé, tout le monde le sait maintenant, par l'ancien ministre, le mari de l'ancienne ministre de la Santé. Moi, j'ai pas écouté cette rumeur pour l'instant, et je pense que c'est de l'intérêt collectif qu'on n'écoute pas cette rumeur. Ben non, moi, ma théorie la plus probable sur les manœuvres dilatoires que vous multipliez, c'est que vous détestez Didier Raoult parce qu'il n'est pas à vos ordres, parce que c'est un esprit libre, parce qu'il est reconnu mondialement et qu'il vous envoie chier quand vous lui donnez des ordres avec vos airs de petits caporaux. Hein, Didier Raoult, il veut pas rentrer dans vos combines de petits marquis de gauche parisienne, il veut pas rentrer dans vos combines de petits marquis de la haute fonction publique qui pensent régenter le monde entier avec leurs procédures et leurs notes circulaires, et donc vous vous vengez de lui, vous le torpillez. Alors, je vais vous dire, tant qu'il s'agit, comme vous l'avez fait, de lui couper les financements pour son institut hospitalo-universitaire Méditerranée, tout simplement parce que vous ne l'aimez pas, c'est pas glorieux de votre part, mais on va pas en chier forcément des pendules, il l'a quand même créé, sans vous, cet institut. Maintenant, que pour lui nuire, parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous pensez que c'est un va-nu-pied, un manant, un plébéien, et que vous êtes des aristocrates, vous prenez la santé, la vie de malades en otage, en refusant la généralisation immédiate de la chloroquine, ça c'est un acte criminel. Alors, j'ai bien compris que plein de Français aujourd'hui sont des veaux, et se contentent éventuellement de gueuler devant leur télé et ne font rien. Moi, je vous dis, si un seul membre de ma famille est victime du coronavirus et qu'on lui a refusé la chloroquine à cause de vos conneries, ça va chier des bulles parce que moi, je me laisserai pas faire. Et je prends un engagement solennel. Et vous pourrez faire comme vous faites d'habitude, toutes les menaces, toutes les intimidations, toutes les remarques sur les comptes, les réseaux sociaux en disant « toi, attention, t'as à l'œil », vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Vos scandales, ils sortiront et un par un, j'irai vous débusquer pour dire et pour montrer aux Français l'utilisation que vous faites du service public et de la fonction publique. Faites bien attention les gars, maintenant c'est des choses sérieuses. Moi je vous conseille un truc, démissionnez, partez, mettez des gens compétents à votre place. Et si vous voulez réellement garder vos postes à 10 000 balles avenue de Ségur, mettez-vous au boulot et arrêtez d'empêcher la machine de tourner, parce que ça va vous jouer un très vilain tour. Et ben voilà, à bientôt, et à bon entendeur, salut. N'oubliez pas tous, regardez cette carte, Obélix et Astérix, le petit village gaulois, a déménagé. Il est maintenant tout autour de l'IHU de Marseille. Ça, personne, vous ne pourrez pas la truquer cette carte les gars, vous ne pourrez pas la truquer. Vous êtes morts. Vous avez commencé une guerre que vous ne pouviez pas gagner. Grâce à Didier Raoult, grâce au 432. Personne de son équipe, grâce à ces personnes fantastiques de l'IHU de Marseille, on continuera à les aider coûte que coûte. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est dans une civilisation Internet, et Internet, ça a de la mémoire. Je pense que certains l'oublient, ils se croient au pouvoir, ils se croient tout puissants, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ça se passe pas comme ça réellement dans la vie. Difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières, ça n'est en réalité pas possible. Inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Mais il peut y avoir un cas qui peut arriver, ça c'est possible. Oui, on a vu. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale parce qu'elle nous semble contre-productive. Quand vous fermez les écoles de tout un pays, ça signifie que vous paralysez en bonne partie ce pays. Le message pour les Français qui sont quand même très affolés par l'épidémie médiatique psychotique, c'est que
c'est une infection réellement bénigne. On est parfaitement organisé dans les systèmes hospitaliers. D'arriver, on ne va pas fermer toutes les écoles de France, comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. De personnes. Mais ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses. Et franchement, s'ils peuvent sortir pour aller faire leurs courses ou pour faire une promenade, on ne voit pas pourquoi on leur dénierait le droit d'aller voter, ce qui est quand même... Vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non. Non seulement je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus. C'est, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet parce que La prise d'importation de cas depuis Wuhan est modérée. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord, pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés, en fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a, et on les déstocke progressivement pour s'assurer d'un bon achalandage. Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais au vous même titre reconnaissez que qu'il en les personnels manque? soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque.